Mesdames, Messieurs, bonsoir. Madame Deussen, empêchée, m'a demandé d'intervenir à sa place, ce que je fais volontiers. Cher Olivier Guèze, cher Jorge Herranz, cher Jürgen Ritter, cher résident, cher public fidèle de la maison Heinrich Heine, dans la salle ou devant les écrans. Bienvenue à ce grand tour littéraire et musical de l'Europe, version 2022. Au XVIIIe et au XIXe siècle, les voyages à travers l'Europe faisaient partie des années d'apprentissage de la jeunesse dorée de l'Europe du Nord, les fameux Lehr et Wanderjahre, chers à Goethe. Dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne, qui a débuté le 1er janvier de cette année, comme vous le savez, notre invité de ce soir, Olivier Guèze, écrivain et journaliste, a eu l'idée originale de remettre au goût du jour, sous une forme adaptée et plus modeste, comme il le dit, ce voyage initiatique en demandant à 27 écrivains et écrivaines de renom, un ou une pour chaque pays, de, je cite, « choisir un lieu qui symbolise un lien de leur pays avec la culture et l'histoire européenne ». C'était leur seul cahier des charges. Ces contributions, ces lieux de mémoire littéraire, pour ainsi dire, très divers par leur style et leur thématique, viennent d'être rassemblés dans un recueil intitulé « Le Grand Tour » et sous-titré « Autoportrait de l'Europe par ses écrivains », publié le 2 mars dernier aux éditions Grasset sous la direction d'Olivier Guèze. Il a récemment été présenté en avant-première à l'Hôtel de la Marine, en présence de Mme Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, et de M. Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui ont tous les deux soutenu ce projet, au même titre que la Présidence de la République et le Centre national du livre. Les thèmes librement choisis par les différents auteurs sont très variés, cosmopolites, comme le dit notre invité, mais à l'analyse, ils mettent in fine en évidence, pour Olivier Guèze, la persistance du schisme entre l'Ouest et l'Est de l'Union européenne, l'Est de l'Union européenne confronté au monstre de l'histoire. Cette constatation, formulée il y a plusieurs mois dans la préface du livre, revêt malheureusement un aspect prémonitoire et une résonance particulière à la lumière de l'invasion brutale de l'Ukraine, un pays d'ailleurs évoqué dans l'ouvrage par l'auteur de la contribution estonienne, comme s'il était besoin de rappeler l'appartenance de l'Ukraine à la Maison Europe. L'agression russe nous a amenés à adapter notre programme de ce soir, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Olivier Guèze, titulaire du prix Renaudot 2017 pour la disparition de Josef Mengele, est intervenu à plusieurs reprises dans notre maison, notamment en 2019, pour présenter une suite de reportages très remarqués qu'il avait effectués pour le magazine Le Point dans divers pays d'Europe, en particulier ceux d'Europe centrale et orientale. L'ouvrage présenté ce soir s'inscrit de toute évidence dans la continuité des préoccupations européennes de notre intervenant. Nous sommes très heureux et honorés de pouvoir en parler ce soir à la maison Heinrich Heine. Quelques mots, in fine, pour l'organisation de cette soirée. Olivier Guèze présentera brièvement son projet, puis nous passerons à la partie littéraire et musicale, proprement dite, avec en alternance des morceaux musicaux joués par Jorge Herranz et des lectures de passages du recueil effectuées par des résidents et résidentes de la maison. Pour manifester notre solidarité avec l'Ukraine, nous avons demandé à Jorge de jouer en ouverture l'hymne ukrainien. À l'issue du programme musical et littéraire, et après l'hymne européen, Olivier Guèze s'entretiendra avec Jürgen Ritter, universitaire, journaliste et traducteur, que je remercie d'avoir accepté de dialoguer avec notre invité. Jürgen Ritter vient notamment de traduire en allemand, avec son épouse, le roman d'Hervé Letellier, L'Anomalie, qui a eu le prix Goncourt en 2020. Je passe maintenant la parole à Olivier Guèze. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être de retour à la maison Heine. J'ai quitté Paris, mais la maison Heine est restée toujours dans mes préoccupations, je dirais. Je suis vraiment très content de revenir ici, et puis je suis particulièrement content de venir présenter ce projet qui me tient particulièrement à cœur, qui s'inscrit effectivement dans un engagement européen, je dirais presque depuis toujours.
J'ai eu l'occasion de donner quelques interviews ces derniers temps. On me dit, mais alors pourquoi ce projet, d'où ça sort? Et on me dit, mais alors vous êtes vraiment pro-européen? Et je dis pas, non, non, je ne suis pas pro-européen, je suis vraiment né européen. Probablement, je suis un Européen d'expression française. Je suis né, j'ai grandi à Strasbourg, donc la capitale de l'Europe, qui a au moins 3 cultures, la française, l'allemande, l'alsacienne, ce qui n'est pas la même chose. Moi-même, j'ai grandi dans 3 ou 4 cultures différentes, dont les 3 que je viens de vous mentionner concernant l'identité de Strasbourg. J'ai grandi notamment chez des grands-parents maternels qui vivaient juste en face du Conseil de l'Europe. Et donc, à chaque fois que je mettais le nez à la fenêtre, quand j'étais gamin, je voyais les drapeaux européens. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental concernant ma génération, puisque je suis né au milieu des années 70. C'est d'avoir vécu probablement la décennie miraculeuse de la construction européenne, à savoir les années 80, justement dans cette capitale de l'Europe. Et l'Europe était vraiment une fête tous les ans. Il y avait d'autres manifestations. La communauté européenne grandissait, nourrissait des projets toujours ambitieux. Et cette décennie miraculeuse s'étant conclue par les événements assez extraordinaires et joyeux pour le coup de l'automne 89. Donc c'est comme ça que tout ça est né. Et j'ai vécu à droite et à gauche. Et ça fait vraiment plusieurs années que je milite pour une Europe de la culture. Pendant assez longtemps, j'avoue que j'ai plutôt milité dans le désert. Et puis la présidence française de l'Union européenne approchant, je me suis dit que là, il y avait quand même un coup à jouer. Et au départ, je veux dire, je n'avais pas nécessairement un livre en tête. J'avais plutôt en tête un grand congrès de la culture européenne, quelque chose qui s'inspirerait à la fois des congrès antifascistes des années 30 et aussi du congrès de La Haye en 1948, qui avait posé les grands principes de ce qui allait devenir les communautés européennes à partir des années 50. Parce que, comme d'autres, je considérais que nos valeurs européennes, notre civilisation européenne avait besoin d'être définie, avait besoin d'être travaillée, même si on n'était pas tous d'accord sur l'héritage de l'Europe, sur cette culture européenne, sur les valeurs européennes. En tout cas, ça méritait qu'on s'y penche et très sérieusement. Et donc, à l'automne 2020, je suis allé voir le secrétariat d'État aux Affaires européennes, l'administration de Clément Beaune, avec ce projet en tête. Eux préféraient un objet, quelque chose qui perdurerait au-delà d'un congrès, au-delà d'une conférence, et qui perdurerait surtout au-delà de la présidence française, qui, comme vous le savez, est courte, comme toutes les présidences de l'Union européenne, 6 mois seulement, et donc eux avaient en tête un livre. Alors au départ, ils n'avaient pas de concept très précis, et on a étudié 2 projets. Le premier était sympathique et assez farfelu. C'était déjà, le principe avait été arrêté de choisir 27 auteurs, mais au départ, on avait songé à les envoyer dans un autre pays européen, c'est-à-dire faire des croisements avec un espèce de tirage comme lors des tirages de la Ligue des Champions de la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il y avait des boules et on mettait le Slovaque à Chypre, par exemple. Enfin, c'était le hasard complet. Puis on s'est dit que c'était quand même très compliqué, que c'était incroyablement coûteux et que le résultat serait peut-être assez douteux parce que un écrivain, aussi doué soit-il, s'il découvre un pays ou une ville pour la première fois, le résultat pourrait ne pas nécessairement être à la hauteur. Donc je leur ai proposé un concept beaucoup plus simple, à savoir écrire sur un lieu chez eux, dans leur pays, qui évoque la culture et ou l'histoire européenne. Et Michel m'a cité, c'était vraiment leur seule consigne. Pour le reste, ils avaient carte blanche. Et ils étaient censés, il y avait une longueur, on va dire, moyenne qui était, dans notre jargon, entre 10 000 et 20 000 signes. Ça fait à peu près une dizaine, entre 10 et 20 pages de format livre. Et le résultat est... Déjà, c'est un ensemble très cohérent, parce que, au fond, c'est un pari, ce genre d'anthologie. J'ai choisi les auteurs. Certains, je les connaissais personnellement, d'autres, j'admirais leurs œuvres sans les connaître, d'autres, je les connaissais, mais je n'avais pas lu leurs livres. Et puis, il y a certains pays, je ne vais pas prétendre être un spécialiste de littérature lettonne ou chypriote contemporaine. Et là, les services culturels des ambassades de France nous ont donné un coup de main.
Il a fallu un certain temps pour réunir le budget, parce que c'est un livre qui coûte très cher, parce que si vous voulez, de très grands auteurs européens, comme Daniel Kehlmann en Allemagne, Eva Menasse en Autriche, Sophie Oksanen pour la Finlande, Fernando Aramburu pour l'Espagne, Mélisse de Kerangal pour la France, pour ne citer que quelques-uns des plus connus. Je pourrais citer aussi un écrivain que j'admire particulièrement, qui est le hongrois, László Krasznaorkai. Donc ces gens-là sont très sollicités, donc il fallait un certain budget, et il fallait aussi évidemment un gros budget de traduction. Tout ça s'est fait en un temps extrêmement resserré, parce qu'il a fallu beaucoup plus de temps pour assembler les fonds que pour lancer ce livre. Donc j'ai vraiment choisi les 27 auteurs. Je dois dire que la plupart ont répondu très rapidement, avec beaucoup d'enthousiasme. Ça a été relativement simple, c'est-à-dire qu'en un mois, la liste était bouclée. Les écrivains avaient 2 mois à peu près, jusqu'à la mi-septembre, pour écrire leur récit, qui pouvait être un texte de fiction, de non-fiction. Ensuite, les traducteurs se sont jetés sur les textes, ils avaient à peu près 3 semaines, donc là on était début octobre, mi-octobre. Et puis moi j'avais quelques semaines, il fallait boucler le livre pour le début du mois de novembre. Donc voilà, vous avez la genèse du Grand Tour. Je pense qu'on parlera un petit peu du fond par la suite, mais maintenant je laisse la place aux divers interprètes. Merci. Bonsoir. On va commencer alors ce moment musical littéraire avec l'hymne de l'Ukraine. Dans ce moment tellement difficile pour ce peuple, je crois qu'on est tous concernés. Je vais jouer l'hymne de l'Ukraine. Allemagne, Hohenschönhausen, la prison qui n'existait pas, par Daniel Kehlmann. Traduit de l'allemand par Juliette Aubert-Affolter. La femme qui nous fait visiter le bâtiment a été incarcérée ici longtemps.
Après quelques semaines en cellule individuelle, on lui avait soudain imposé une co-détenue qu'elle décrit comme une jeune femme sympathique, intéressée, vive et curieuse. Évidemment, une agente de la Stasi. « Ne me sous-estimez pas », avait-elle dit à l'homme qui l'interrogeait. « Je ne vais sûrement pas raconter à cette femme ce que je ne vous dis pas pendant l'interrogatoire. » L'homme avait répondu qu'il ne voyait pas de quoi elle parlait et le lendemain, la co-détenue avait disparu. Nous la suivons dans le couloir jaune-marron à l'odeur de linoléum et de plastique. Des câbles reliés à des signaux lumineux courent au plafond. Ce système d'ampoule, nous dit-elle, permettait d'éviter que les prisonniers ne se croisent en allant à l'interrogatoire. Lorsqu'un détenu passait dans un couloir prioritaire, un autre détenu, venant d'un couloir secondaire, était aussitôt enfermé dans une des cellules annexes prévues à cet effet, jusqu'à ce que le premier soit passé et hors de vue. Durant toute la durée d'un séjour en prison, du premier au dernier jour, on ne voyait jamais aucun autre détenu. Dès le moment où le prisonnier remettait sa tenue civile et ses effets personnels, on l'informait qu'il serait désormais appelé par son numéro d'écrou et que, s'il s'adressait au gardien, ce qu'il ne fallait jamais faire d'ailleurs, mais le cas échéant, si c'était absolument indispensable, ce qui n'arrivait jamais car c'était interdit et toujours puni par la loi puisqu'on n'avait pas le droit de parler au gardien, mais si c'était vraiment nécessaire, il devait d'abord mentionner son numéro d'écrou. Ce numéro étant, voici le plus important, dit notre guide, le 1. Toujours, pour tout le monde. Chaque détenu avait le numéro 1. À ce stade de l'histoire, la plupart des personnes passablement instruites citent Kafka. L'association est irréfutable. Peut-être l'œuvre de l'écrivain pragois a-t-elle effectivement inspiré les fonctionnaires de la RDA autour du redouté ministre de l'Intérieur, Mielke. Une pensée dérangeante. L'univers kafkaïen aurait-il servi d'émulation plus que de mise en garde ? Chaque détenu était donc le seul. Cette prison, tel est le message emprunté directement à sa parabole de la loi, a été bâtie spécialement pour toi. Lorsque tu nous auras dit ce que nous voulons savoir, la prison fermera ses portes. Le mémorial de Hohenschönhausen, comme l'endroit s'appelle aujourd'hui, n'attire pas beaucoup de touristes. Il est loin de tout ce qui vaut, soi-disant, le détour à Berlin. Les rares visiteurs sont des gens ayant un intérêt prononcé pour l'histoire récente de l'Allemagne. Un passé qui, selon Faulkner, n'est pas révolu, il n'est même pas passé. Au sens le plus littéral du terme, la majorité de ceux qui travaillaient à Hohenschönhausen en tant que surveillants, gardiens et interrogateurs habitaient dans les immeubles gris entourant la prison. Une nécessité, car son existence était un secret d'État. Comment empêcher, dans ce cas, que les voisins soient au courant ? En choisissant comme voisins ceux qui connaissaient forcément l'existence de la prison puisqu'ils assuraient son bon fonctionnement, et personne d'autre. Ils sont encore là aujourd'hui, ou, à défaut, leurs enfants qui ont récupéré les appartements à prix préférentiel conformément à la législation locative berlinoise. À l'époque, la prison n'apparaissait nulle part, sur aucune carte. Les détenus ignoraient donc totalement où ils se trouvaient. Si on leur avait posé la question, la plupart d'entre eux se seraient sans doute crus à la campagne, loin de Berlin. Les fourgons, sans fenêtres, roulaient pendant des heures, même lorsqu'ils venaient du quartier. Ils faisaient des détours et repassaient dans les mêmes rues, jusqu'à ce que les prisonniers perdent entièrement le sens de l'orientation. On les retirait du district des vivants pour les emmener dans un monde parallèle où régnait une logique stricte qui n'était pas celle de la raison.
France, un sablier, par Maëlys de Kerangal. Entre Sainte-Honorine-des-Pertes et Vierville-sur-Mer, le littoral de la Manche prend sur la carte la forme d'un trait de côte bizarrement rectiligne, une entaille. Dans la réalité, il s'agit d'une plage de grande dimension, puisque longue, très longue, étirée d'est en ouest sur près de 8 km, quand l'estran, lui, est large ici de 300 mètres au moins. À marée basse, c'est donc un plateau hors de proportion, une esplanade dénivelée à peine sensible, aux extrémités floutées dans le lointain, vaguement gazeuse, relief strié çà et là de barres et creusé de grandes flaques qui miroitent. À marée haute, c'est une dune, ou bien une levée de blocs de pierre en contrebas d'une petite digue de béton. L'autre particularité de cette plage, outre son format, c'est le sable, lequel, une fois la mer reléguée dans la distance, donne au paysage sa luminosité perlée, sa radiance. Un sable d'une couleur changeante, évoluant du beige mordoré au rose pâle selon la marée, et prenant parfois, sous un ciel couvert, les tonalités grisâtres de la cendre. Sur les vieilles cartes postales des années 1900, on trouve rarement le nom de cette plage, son nom d'avant, plage des Sables d'Or. Le plus souvent, elle est simplement appelée la plage, toujours écrite avec une majuscule, comme si elle en était le modèle absolu, le prototype. Ces images relatent comme tant d'autres l'invention du rivage, l'appropriation ludique de ce territoire autrefois répulsif, inquiétant ou laborieux. Elles montrent les premiers bains de mer, les corps qui se dévoilent et la peau qui apparaît, les jupons retroussés, les bas noirs et les panties façonnés de dentelles, les caleçons de bain, les épuisettes et les chapeaux de paille, le soleil. Elles font entendre les cris de surprise et d'excitation, la clameur des enfants en liberté. Mais plus encore, elles racontent le sable, la révélation du sable. Le contact initial avec cette substance étrange et déconcertante, puisque tour à tour solide, fluide, pâteuse, visqueuse, soyeuse, poudreuse, et dont on ne saurait dire s'il s'agit de terre, de poussière ou de boue. Aujourd'hui, on observe toujours ces mêmes scènes de baignade, ces scènes de famille en vacances qui se crèment le dos, se prélassent et s'engueulent, ces flirts adolescents, ces jeux de ballons. Et l'on entend encore cette même rumeur de l'enfance. Seulement, ce n'est plus ici la plage des Sables d'Or. Un autre nom désormais la recouvre. Un nom par lequel elle est aujourd'hui connue dans le monde entier. Omaha Beach, la plage d'Omaha. Ciel de Pampa. J'y réglais une bonne foulée, lente mais régulière, éviter de partir en sur-régime les yeux plus gros que le ventre. J'aimerais atteindre le hameau de la Révolution, ou même Sainte-Honorine. Je ramasse une coquille. Nacrée, blanche, si belle que je pourrais y couler du caramel ou m'en faire un bijou. Dès que l'on ralentit, le sable cesse d'être sur cette surface plane, lisse, comme pelliculée d'un film transparent. Il est perforé de trous, parsemé de petits cailloux multicolores, habité de milliers de gastéropodes, quand son épaisseur, elle, est plus énigmatique. En 2011, 2 géologues américains ont décrit sa composition dans un article, s'appuyant sur des carottes prélevées à marée basse et sous la pluie plus de 20 ans auparavant, en 1988. L'analyse de ces échantillons au microscope électronique et au spectromètre a révélé que la substance granulaire que l'on appellera entre nous sable d'or, autrement dit ce sédiment détritique issu de la désagrégation de minéraux, de calcaire et de matières organiques, coquilles, coraux, et de débris calcaires que l'on trouve sur la plupart des plages,
se compose désormais également de débris d'obus, de microbilles de fer et de fragments de verre. Cela a apparu quand la chaleur des explosions a comme vitrifié la surface de la plage. Certes, les dimensions de ces particules se mesurent en millimètres, en microns, et elles ne représentent pas plus de 4% du sable. Mais ni la corrosion de la mer et du vent, ni l'érosion, ni l'oxydation, ni même la lente décomposition de tout ce qui existe, n'ont réussi à dissoudre totalement ces grains microscopiques, à les faire disparaître. Et Sable d'Or s'est assombri. La guerre a changé la nature du sol. Le jour tombe. La mer est violette à cette heure, presque noire. Elle se rapproche. J'entends les vagues qui clapotent à quelques mètres. Devant moi, la courbe du littoral inscrit sa ligne claire dans l'obscurité. L'air se charge d'embrun. Et soudain, j'ai le sentiment de me trouver sur la marge d'un territoire, en lisière de continent, très exactement sur l'une de ses extrémités et comme au bord du monde. Ce sentiment géographique. Le paysage change peu à peu d'échelle. Il tremble, se brouille et se reconfigure. Et bientôt, il ne s'agit plus ici de la plage de l'enfance, ni même d'une plage normande et encore moins d'une plage française. Il s'agit d'un rivage européen. C'est là que je suis.
Pologne. Adresse par Agata Tuczyńska. Traduit du polonais par Isabelle Janès-Kalinowski. Un écrivain devrait avoir une adresse, disait Isaac Bashevis-Singer. Il quitta la Pologne en 1935, mais la rue Krochmalna à Varsovie, rue de la misère juive, est restée jusqu'au bout le point central de son univers, son point de repère essentiel. Le mien, c'est le mur du ghetto de Varsovie, cicatrice traumatique de la ville. Un écrivain devrait avoir une adresse? Longtemps j'ai négligé cette idée, ou bien je n'en comprenais pas la teneur. Je ne reconnaissais pas mes origines polonaises. Je voulais faire partie de l'Europe, regarder vers l'Est, par-delà le rideau de fer. Or, je me sentais comme une cousine par alliance. Je sais, ce n'était pas ma faute. C'est Hitler qui avait condamné cette ville, promettant de la raser de la surface de la terre. Ce qu'il fit. J'ai grandi dans une capitale de l'Est, aux traits réalistes socialistes, baignée de propagande criarde, va-t-on des conquêtes du socialisme. Avec une fenêtre donnant sur le palais de la culture et des sciences, nommé il y a encore peu Joseph Staline. Je suis né dans la Pologne du plan quinquennal avec à sa tête le POUP, le Parti ouvrier unifié polonais, qui promettait la réparation des torts, l'égalité, peu importe la race, la confession ou la nationalité, la paix durable et l'essor du pays. Ce qui comptait, c'était les travailleurs et le monde heureux qu'ils allaient construire pour eux et pour les autres. Je m'y sentais à ma place. Mes parents ne me transmettaient ni tradition, ni souvenirs. Mes copines allaient à l'église plus ou moins en cachette et se rendaient au cimetière pour Watski le 1er août pour l'anniversaire de l'insurrection de Varsovie. Nous, non. Chez nous règnent les livres et le silence. Maman avait choisi un appartement dans le quartier ouvrier de Wola. Elle voulait rentrer chez elle le plus vite possible. Le quartier était construit sur un terrain vague. Sur mes premières photographies, on apercevait toujours le palais de la culture en arrière-plan. Habité rue Marchand-Kashpchak, prolétaires et héros et révolutionnaires, assurait la proximité des usines et de la fabrique d'appareils de radio ZRK. Cette adresse rappelait la fierté des acquis du pouvoir et la force du parti. Je ne considérais pas le palais de la culture comme un cadeau empoisonné de l'Union soviétique, mais comme l'endroit où j'allais à la piscine, au théâtre et au concert. Yuri Gagarin, mais aussi les Rolling Stones, Léonid Brezhnev, Marlène Dietrich et les mannequins de chez Dior y sont passés. Ce grand palais, surnommé la tarte à la crème, occupait une superficie immense de 36 hectares. Je ne savais pas ce qui se cachait sous cette imposante construction, son parc, son esplanade et ses fontaines. Je n'essaye même pas de l'imaginer. Je ne connaissais pas bien l'histoire. Des légendes varsoviennes, je préférais celle qui liait la naissance de la ville aux gîtes et aux couverts offerts à l'étranger. Vars et Sava, en couple des pauvres pêcheurs des bords de la Vistule, sont devenus pour moi le symbole de l'ouverture et l'hospitalité, un des fondements de cette ville qui le chant de la sirène devrait prévenir des dangers. Mon école primaire portait le nom de Maxime Gorky, auteur de la devise « L'homme sera son fier », qu'on pouvait lire sur des tentures rouges ou sur les pancartes des défilés du 1er mai auxquels je participais volontiers. Enfant, j'aimais cette atmosphère solennelle et pleine d'exaltation. Marcher devant la tribune, agiter des bannières et des fleurs de papier crépon rouge. L'enthousiasme des ouvriers modèles et de leurs enfants.
Une photo de moi en élève studieuse était accrochée dans une vitrine à côté de celle d'un grand magasin. Je grandissais ainsi, récitant des vers de poètes polonais, chantant des chants patriotiques, cherchant dans les livres des mondes plus réels que celui auquel j'appartenais. Le roi, Sigismund Vasa, se tenait à nouveau droit sur sa colonne. La vieille ville avait l'air neuf. Les chansons glorifiaient l'avenue Marszałkowska et la voie WZ, et les autobus rouges fonçaient dans les rues de la ville reconstruite. À droite, une pont, à gauche, un pont, et dessous coule la Vestule. Se réjouissaient ceux qui avaient réussi à survivre. Mais à quel prix? Pendant des années, je me suis demandé ce qu'ils voyaient en rêve. Le front, les tranchées, les bombardements, les forêts, les cachettes, les camps. Auschwitz, Helm, Treblinka. Les chapitres des manuels d'histoire parlaient d'une voix blanche et sèche. Mes parents, enfants de la guerre, n'ont pas entretenu le passé. Ils ont construit le renouveau avec l'enthousiasme des survivants, dans l'euphorie de la jeunesse et des plans socialistes. Ils ne voulaient pas que j'hérite de leur histoire qui m'est restée inconnue pendant des années. La première de la classe, aux yeux bleus, fille des 2 journalistes, petite fille des cyclistes Bloch et de conseillers municipaux de Wenschutska, ne posait pas de questions. Longtemps, je n'ai pas su ce qui se cachait sous la surface de mon enfance et de ma jeunesse. Plus longtemps encore, je ne me suis pas rendu compte que ma ville reposait sur des tombes, qu'en dessous existait un autre monde, voire plusieurs mondes, à la découverte desquels j'ai consacré les années qui allaient suivre. J'ai commencé tôt à former des lettres puis des mots. J'ai vite compris que l'écriture me protégerait du désespoir, qu'elle sauve tout ce qui file entre les doigts, tout ce qui disparaît chaque jour dans l'oubli. Je serai bientôt persuadé que ce qui n'est pas écrit existe moins, qu'avec le temps cela cesse d'exister, que les destins non écrits restent inconnus.
Bulgarie, dans le bassin des Dames, par Kapkakasabova, traduit de l'anglais par Morgan Saizan. Des ruches étaient perchées au-dessus de la chaussée. La route suivait le fleuve Mesta, puis un affluent appelé Dobrynishka, la rivière Bonne. Quand la Mesta débouchait des gorges alpines, où elle prenait sa source pour pénétrer les plaines inondées de soleil, la terre soupirait de soulagement. Ici, 3 massifs majestueux se séparaient, formant un terrain de jeu pour géants. Riwa, Pirin, Rhodop. Les monts Pirin se profilaient au loin, un ensemble de chênes bleutés évoquant un avenir plein d'abrupts possibles. La route chatoyait sous la chaleur de l'après-midi et des vapeurs minérales, et une fois atteinte la plaine, ce vaste théâtre à perte de vue, puis dépasser un village, ce nol appelé Bagne. Ben, je souris sans raison, comme s'il en fallait une. Étais-je en mesure d'accepter tout ce qui allait de travers dans ce pays, dans ce monde? Comment pouvais-je me réjouir quand l'injustice j'engrenais cette terre et ces créatures? J'y arrivais très bien. C'était le genre d'endroit qui s'y prêtait. Le village de Dobrynishte, l'endroit bon, sur le même principe que le fleuve, se levait dans le giron des monts Pirin. Ces maisons se tournaient vers la montagne, telles des pèlerins au pied de monastères. Une borne kilométrique hospitalière arborait les emblèmes de la localité, la source minérale et l'Edelweiss. Toujours associé à une certaine rareté, l'Edelweiss, blanc noble en allemand, est désormais proche de l'extinction. À l'instar du Mürcela, autre plante veloutée de haute altitude aux vertus médicinales puissantes. Sauf que le Mürcela est endémique au mont Pirin et Rhodop. Au crépuscule, les portes de Pirin s'assombrirent puis se refermèrent. Des éclairs sabotaient sur les cimes avec une force si chargée en électricité que je crus la montagne sur le point de se fendre, et pourtant il n'y avait guère de tonnerre. On aurait dit un film sans bande de sang. La tempête se déchaînait sur les hauteurs près du pic de Besbok. 2 étymologies se disputent le Besbok. Sans Dieu, Besbok, et dit en colère, Bessenbok. Peut-être ces 2 versions signifient-elles la même chose au final? Besbok, divinité de second plan associée au culte de Perrin, l'ancien dieu de tonnerre, se manifestait toujours, et avec fracas, sur cette montagne baptisée d'après lui. Perrin, la divinité chamanique apportée par les cavaliers et les cavalières venus d'Asie centrale, et jamais reparti. Depuis ma chambre d'hôte, près des bains publics, j'écoutais les pomatostomes à calotte marron, les bouleaux, les tilleuils et les pins, le concert vespéral des oiseaux et, de toutes parts, le gargouillis de l'eau. Dans mon dos, la montagne de Riwa paraissait enchanteresse avec ses alpages, et devant moi, l'immense massif des Rhodopes avait l'allure tentatrice d'un autre pays. Mais quelque chose des monts Pirin me donnait des frissons dans le dos. Pirin était une montagne électrique. Pas moins de 90 sources minérales jaillissaient de ses flancs septentrionaux, un parfait mélange d'eau et de feu. Où que se posa mon regard, la silhouette de Pirin était là. Son épine dorsale, ses flancs, ses pics déchiquetés. Couleur et humeur fluctuaient, mais ses contours demeuraient inchangés. Un vaisseau. Les troubadours d'Europe occidentale furent inspirés par les mystiques vagabonds soufis venus de Perse, qui arrivèrent en Espagne, dans le sud de la France et les Balkans au début du Moyen-Âge. Le sacré Graal n'est autre, bien sûr, que le calice d'élixir. L'Occident s'imagine que les 2 résident en Orient. Tous les poètes, guérisseurs et missionnaires nomades venus de l'Est franchirent des vallées comme celle-ci et tombèrent sous leur charme. La figure du bien-aimé, dans la tradition poétique suffit, combine 3 entités en une. Dieu, un humain et un lieu, l'humain étant bien souvent imaginaire. Si les journées étaient chaudes, les nuits perlaient de rosée. Qui laissait sa serviette sèche sur le balcon, la retrouvait humide le lendemain. Et ici, on se promenait serviette sur l'épaule. De 6h du matin jusqu'à tard le soir, des gens de tout âge, de toute corpulence traversaient en claquettes d'un pas lent le parc attenant au terme
passant devant la statue en plâtre d'une nymphe au bain, puis devant des sculptures équivoques de l'ère communiste représentant des animaux, avant de croiser le panneau d'information dressant la liste des bienfaits de l'eau. Contre l'arthrite, les problèmes gastriques, dermatologiques et neuromoteurs, et la stérilité. S'ils avaient l'air inquiets au moment de pénétrer dans l'établissement, les usagers rayonnaient quand ils ressortaient. 1 heure plus tard, serviette mouillée sur l'épaule. Les gens remplissaient des baquets avec l'eau potable d'une fontaine à jet chaud et froid. « À quoi sert-elle » demandai-je à un homme au visage ravagé par la souffrance. « Qu'est-ce que j'en sais, moi » ricana-t-il. « Elle sert à tout. » Alors je fais le plein, je bois et j'espère. Grèce, Retour Basset, par Ercei Sotiropoulos. Traduit du grec par Gilles de Corvée avec la collaboration de l'auteur. Quand je suis revenu de mon voyage en Méditerranée, c'est l'endroit qui m'a le plus obsédé.
Citation de Jean-Daniel Paulet. En septembre 1963, peu avant la rentrée de classe, alors que nous revenions de vacances, mon père, qui était au volant, s'est mis à parler d'un temple, situé quelque part sur notre tracé, et qui valait bien un petit crochet. Je ne me souviens plus si la proposition nécessitait des frictions avec ma mère, laquelle était pressée de nous voir rentrer à la maison pour nous réinstaller et nous mettre au rythme de l'automne. Les 10 crochets de feu dura plus de 3 heures. Nous nous sommes perdus. La route serpentait, gravissait des monts pelés, hérissait des rochers caverneux, puis des vallées de gorges où broutaient des chèvres solitaires, au talent d'acrobate. C'est là, tout près, on y sera dans 5 minutes, répétait mon père. Il faisait une chaleur épouvantable. Nous étions entassés dans la lancia, 3 enfants sur la banquette arrière. Là-dessus, une abeille, entrée par la fenêtre, m'a piqué. Mon bras s'est mis à enfler et j'ai commencé à pleurer. Pleurs qui ont cessé quasi instantanément quand la voiture s'est arrêtée et ma mère, après avoir déclaré que nous n'avions pas d'ammoniac contre les piqûres, a demandé à mon frère de me pisser dessus, ce qui a provoqué les hurlements de ce dernier. De sorte que le détour par le temple d'Apollon Épicurios Sabacé a soudain pris une tournure plus intéressante. Quelques lacets plus tard, vidé, en as, et tandis que dans la voiture régnait une tension muette, prête à exploser, nous avons débouché sur un plateau nu, cerné de pentes ravinées. C'était encore l'après-midi, et le soleil, impitoyable, martelait les montagnes alentour. Mais, sitôt que les portières se sont ouvertes et que nous nous sommes précipités dehors, un épais brouillard est tombé, comme si tous les nuages du Péloponnèse s'étaient brusquement donné rendez-vous là, et nous nous sommes retrouvés dans une photo en noir et blanc. Il n'y avait pas âme qui vive, le site n'était pas gardé. Des corbeaux croissaient au-dessus de nos têtes. Mon père nous devançait. « Venez, venez !» il a crié. « C'est une pire merveille. Vous vous rendez compte ?» Nous l'avons suivi en courant. Pour moi, à cette époque-là, le lieu ressemblait à tous les vestiges archéologiques visités précédemment. Colonnes, chapiteaux, architraves, des ruines et encore des ruines. Et pourtant, non. Peut-être était-ce l'effet de ce désert absolu qui sarçait les lieux d'une puissance particulière, l'accès difficile, le silence, une forme d'énigme, un pas qui, loin de vous repousser ou de vous tenir à l'écart, aiguise vos sens pour que l'observiez mieux. Le site n'avait pas la fragile arrogance des colonnes du temple des Zeus olympiens à Athènes, ni la mélancolie parfaitement rationnelle et tempéfisée du Parthénon. Je me rappelle avoir fait le tour du temple, en marchant sur la pointe des pieds, les yeux rivés sur le ciel imprimé, en pariant avec moi-même que je ne tomberais pas. J'ai trébuché plusieurs fois, mais je ne suis pas tombé.
Luxembourg, l'histoire de la tombe vide, par Jean Portante. Les souvenirs sont des morceaux de vie arrachés au vide. Georges Perec. Un jour, bien avant que naisse l'Europe de l'acier et du charbon, et bien avant ma naissance, Domenico, mon grand-père, le père de mon père, est descendu dans la mine du Tillenberg, à Differdange, arraché du minerai de fer à la roche. Et il n'en est pas revenu. Il s'était levé à l'aube sans réveiller personne. Il était sorti pieds nus de la maison, casque sur la tête, lampe à carbure dans la main gauche. Les brodequins aux semelles cloutées, il ne les avait enfilés qu'une fois dehors, pour ne pas faire de bruit. Puis il avait remonté la rue de l'hôpital, jusqu'au bout, se mêlant au flux des autres mineurs de fond. Se laissant drainer dans le raccourci conduisant à l'entrée de la mine, un sentier étroit souvent boueux, à cause de la dernière pluie, et Dieu sait combien il pleuvait à Differdange en ces temps-là. Je parle du début des années 1930. 1932, pour être plus précis, un 17 mai. Une guerre qu'on disait grande parce qu'on ne pouvait pas imaginer plus grande qu'elle était finie depuis un bon moment. Une autre allait éclater bientôt. Pour celle-là, on n'a pas trouvé de qualificatif jusqu'ici. C'est tout simplement la Deuxième Guerre mondiale, sans doute parce qu'elle a été tellement grande et tellement atroce et tellement inhumaine qu'elle ne peut tenir dans aucun adjectif. Entre ces deux guerres, en tout cas, les cheminées des usines, réchappées de la grande crise de 1929, fumaient comme jamais le 17 mai 1932. Et envoyer leur spectaculaire panache gris alourdir les gris nuages qui trop souvent passaient par là. Les cheminées, c'était à l'autre bout de Differdange, là où les hauts fourneaux tournaient à plein régime.
et le ferait encore davantage 10 ans plus tard sous la domination des nazis. Il fallait livrer le plus d'acier possible au nouveau maître. Ça réclamait sans cesse plus de minerai de fer que des mains accrochées à des manches de pioches et de pelles arrachées à la roche. Et parmi ces mains, il y avait celle de mon grand-père, Domenico, en ce 17 mai 1932. L'usine avait grandi très vite. Differdange aussi. Des maisons s'étaient agglutinées autour des hauts fourneaux en cercles concentriques. La population avait été multipliée par 2, puis par 3. De partout venait la main-d'œuvre, d'Italie surtout. C'est du passé. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. Ni hauts fourneaux, ni cheminées, quelques hangars tout au plus. Et la ville semble ridicule, sans l'usine qui était son poumon. Son cœur, plutôt, pompant du sang dans ses veines. Longtemps Differdange a été sous perfusion. Orphelines désormais, les maisons. À l'intérieur, des bras et des têtes qui vont se vendre au bureau de la capitale. Les banques, les fiduciaires, les assurances. Ça s'appelle l'ascension sociale. Alors qu'avant, ce qui permettait de remplir les assiettes, chaque jour, se trouvait à 2 pas, dans le sous-sol.
République tchèque, La dernière grande dame, par Kateřina Tučková avec Olivier Guès. Traduit du tchèque par Benoît Munier. La nuit tombe sur Brno. Au-delà des remparts de la vieille ville, près de l'immeuble où j'habite, seuls quelques lampadaires sont éclairés. L'autre côté de la rue est plongé dans les ténèbres. Il longe une vaste ruche industrielle au fond de laquelle se dresse la façade d'une usine désaffectée. La pénombre dissimule pudiquement son aspect misérable. Elle masque la chute inexorable de la dernière usine remontant à l'âge d'or de l'industrie textile de Brno. Personne ne plaire la vieille fabrique. Bien au contraire, les gens du quartier lui lancent des regards dégoûtés, comme si ces murs de briques à moitié effondrés étaient la chair d'une mendiante rongée par la lèpre. Si seulement cette ruine pouvait s'effondrer, disent les gens du quartier, comme les autres. Autrefois, les grandes dames de l'industrie morave étaient nombreuses. Leurs cheminées touchaient le ciel, grondant et fumant. C'est ici que le pelage des moutons, nourri à l'herbe tendre des prairies moraves, se transformait en un drap de laine de première qualité qui valut à Brno le surnom de Manchester de Moravie. À l'époque, tout le monde connaissait l'expression. Il faut dire que les industriels de la région ouvraient des succursales dans le monde entier, rapportaient des médailles glanées lors des salons prestigieux et siégeaient dans les jurys internationaux. On raconte que la reine d'Angleterre portait des vêtements faits en toile de Brno. Tout ça et bien d'autres choses encore, l'usine située en face de chez moi pourrait vous le raconter. Vois-tu, démonte-t-elle les orbites aveugles de ses fenêtres vides levées vers mon appartement. Entends-tu, démonte-t-elle dans le bruissement des herbes folles qui l'envahissent. Et, curieusement, j'entends.
Bien voilà, c'est l'acte 3, comme vient de dire Olivier Guèze à côté de moi. Merci et bravo à Jorge Garcia Arranz pour ce voyage musical à travers l'Europe. Merci et bravo aussi aux lectrices et lecteurs, aux interprètes de ces textes sur l'Europe ou à partir de l'Europe. Et merci à Olivier Guèze de nous faire l'amitié de venir ici pour nous parler de ce livre. Et bravo pour ce travail de maître, parce que ce n'est pas une mince affaire d'orchestrer 27 auteurs et presque autant de traducteurs pour monter un livre, un gros livre de cette envergure. Nous avons entendu 7 extraits de textes, il y en a 27 dans le livre, donc correspondant aux 27 États membres, mais il n'y a pas 27 textes dans le livre, il y en a 28. J'ai envie d'inclure la préface d'Olivier Guèze dans ce choix de texte, qui est bien plus qu'une simple présentation, qui est un texte qui m'a, dès la première page, dès les premières phrases, séduite. C'est un texte engagé, c'est un texte quasiment combatif, c'est un texte de combattant pour l'Europe. Et donc je me permets, puisque ce n'était pas dans le choix des textes qu'on a lus, de lire tout simplement le début. C'est absurde, presque suicidaire. Depuis les années 1950, nous bâtissons un édifice monumental en oubliant d'en consolider les fondations. Nous construisons tour après tour sans connecter leurs habitants. Nous nous privons du ciment, des liens de connivence qui nous permettraient de vivre et de rêver ensemble la culture. Et ça continue sur cette veine-là. Et donc j'ai dit, voilà, enfin, quelqu'un qui nous apporte cette bouffée d'air frais. Pourquoi ne sont pas plusieurs de parler comme ça de l'Europe? Est-ce que ce livre, si j'ai bien compris tout à l'heure la présentation, l'idée remonte au début de l'année dernière, oui, fin 2020, quelque chose comme ça. 2020, déjà 2020. Un an et demi. Quand vous avez commencé à écrire ce livre, à composer ce livre, puis après écrire la préface, est-ce que c'était déjà dans le sentiment d'être sous la menace, quelque chose qui était menacé, beaucoup plus que cette menace tragique qui pèse actuellement sur l'Europe? Menace, c'est peut-être un grand mot, mais un sentiment d'urgence en tout cas. L'urgence... En fait, il manque quelque chose à cette construction européenne. Ou en tout cas, elle n'a pas été pensée de cette façon. Si on remonte un peu aux origines, à l'immédiate après-guerre, on ne pouvait pas commencer par la culture, par la civilisation. On prête toujours cette fausse citation à Jean Monnet, comme quoi il aurait fallu commencer par la culture. Mais on ne pouvait pas commencer par la culture. Au début des années 50, lorsque tout ça commence à se mettre en place, l'Europe a été ravagée par 31 ans de guerre civile. L'Europe s'est autodétruite. La civilisation européenne est morte. La culture européenne est morte. La culture européenne a été assassinée par les Européens. Donc, au début des années 50, c'eût été impossible, malaisé, en fait, de commencer par la culture. Donc, il fallait commencer modestement. Il fallait mettre en commun les moyens de production, ces mêmes moyens de production qui avaient servi, en fait, à se combattre pendant une trentaine d'années. Donc, la culture a été laissée de côté, et je peux tout à fait le comprendre. Là, je pense où on a... ont d'une certaine manière, ou en tout cas les États, les dirigeants ont commis une immense erreur, c'est à la fin des années 80, c'est au début des années 90. C'est-à-dire à partir du moment où la construction européenne, on passe des communautés économiques européennes à la communauté européenne et puis très rapidement à l'Union européenne, donc on est vraiment au tournant des années 80 et 90, il y a cet événement fondamental qui est la chute du mur, la disparition des régimes communistes et très rapidement la disparition de l'Union soviétique. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu construire une Europe de la culture. C'est à ce moment-là qu'on eût pu se prévaloir d'une civilisation européenne, du retour d'une civilisation européenne. Cette civilisation européenne qui aurait, ou en tout cas si on s'était un petit peu attardé à la définition de son héritage, de ses valeurs, de ses vertus, de ses crimes aussi, qui aurait sans doute facilité les retrouvailles Est-Ouest, qui pour moi ont été globalement manquées en fait. Mais on s'est limité à un projet d'envergure économique essentiellement. Et depuis, on en paye les pots cassés. Et comme je l'ai dit dans mon introduction
au début de la soirée, moi, je suis né européen, donc j'avais un manque. Très souvent, j'avais l'impression d'être le citoyen d'une patrie qui n'existe pas, en fait. Et vous avez lu le début de l'introduction. Très rapidement, je parle du quartier européen de Bruxelles, qui est d'une laideur incommensurable, hein, totalement impersonnelle. C'est vraiment la construction d'une Europe frigide. Et puis nos billets de banque, qui pour moi est l'incarnation de la désincarnation absolue du projet européen jusqu'à maintenant. On a des centaines de génies dans notre patrimoine européen, des musiciens, des peintres, des écrivains, tout ce qu'on veut, et on a réussi à créer des arcs et des ponts factices par ordinateur. Cette névrose va très 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 loin quand même. Donc, quand j'ai écrit, quand j'ai eu l'idée de ce projet, et quand j'ai écrit ma préface à la fin de l'année dernière, il y avait un sentiment d'urgence. Mais il n'y avait évidemment pas ce sentiment de menace qu'on connaît tous depuis maintenant 2 semaines avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous venez de dire qu'au moment de la construction de la communauté européenne, donc dans les années 50, nous étions devant les décombres de la culture européenne, donc la culture européenne détruite par les Européens eux-mêmes. Donc j'aimerais bien revenir là-dessus tout à l'heure, mais est-ce un hasard que vous commencez par la contribution allemande dans ce livre, puisque nous avons entendu tout à l'heure un extrait de Daniel Kehlmann qui occupe la première place donc, dans ce livre. Comment est-ce que vous avez procédé pour répartir les différentes contributions et pourquoi Daniel Kehlmann occupe la première place? Peut-être parce que c'est un ami, en fait, ou peut-être inconsciemment. Non, parce que j'aime beaucoup son texte, parce que, globalement, si on regarde un petit peu les 27 textes hein, qui composent cette anthologie, on voit bien... En fait, j'aurais pu faire 2 gros chapitres. J'aurais pu faire... Alors, il y en a quelques-uns qui s'appellent cicatrices, blessures, fantômes, mais au fond, on tourne autour des mêmes thèmes, à savoir les cicatrices, les blessures, les fantômes, les spectres des totalitarismes européens au XXe siècle. À la fois le nazi et l'extermination des Juifs d'Europe centrale, enfin des Juifs d'Europe et particulièrement d'Europe centrale et orientale, et les ravages du communisme pendant 47 ans dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc, quelque part, il fallait que je commence par un de ces textes. Je trouvais que le texte de Daniel était modérément dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, il donnait un petit peu le ton du livre, mais si j'avais commencé, par exemple, par le texte d'Agata Tuszyńska, le polonais, dont on a lu quelques extraits, qui est très très fort, mais qui est très très dur aussi, hein, sur le ghetto de Varsovie, je pense que ça aurait été une entrée en matière un peu raide. Quelque part, le texte de Kehlmann donne un petit peu le ton. Il donne aussi le ton littéraire, parce que je trouve que c'est un texte d'une grande qualité littéraire. Mais il ménage encore un petit peu les lecteurs. Il faut s'enfoncer dans le livre pour arriver vraiment quelque part au cœur du drame européen au XXe siècle. Mais qui traverse en fait ce recueil. Et encore une fois, les auteurs étaient totalement libres hein, de choisir le lieu sur lequel ils allaient écrire. Oui, mais de toute façon, il donne en quelque sorte le ton. C'est l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Asie, c'est l'autre totalitarisme du XXe siècle, donc totalitarisme communiste. Vous venez de mentionner le texte d'Agata Tuszyńska, et là, nous avons le nazisme et la guerre d'extermination menée contre les populations de juifs de l'Europe. Beaucoup de textes se réfèrent à ces 2 totalitarismes. Et quand on voit les titres des 7 chapitres que vous avez choisis, donc c'est cicatrices, errance, fantôme, blessure, nostalgie. Bon, j'ai sauté villégiature, qui est un peu plus clément comme titre, mais c'est quand même des titres, c'est ces mots négatifs, c'est des termes négatifs, qui connotent quelque chose de négatif, même si c'est nostalgie, c'est quelque chose qui est passé, etc. Donc, est-ce qu'on peut appeler, ou est-ce qu'on ne pourrait pas appeler une identité européenne, est-ce que c'est une identité négative? Je pense que jusqu'au 24 février,
2022, négative, je ne sais pas, mais c'est une identité qui est assez mélancolique. Il y a une forme de tristesse, il y a une forme de regret, il y a un manque dans ce qui se dégage de ces textes, hein, pour la plupart. Je pense qu'à la lecture de ce recueil, on se rendait compte, j'emploie vraiment l'imparfait à dessein, on se rendait compte que l'Europe est fatiguée, en tout cas était fatiguée en ce début du XXIe siècle, qu'il s'est passé des choses tellement atroces sur le continent européen au XXe siècle que les sociétés sont essorées quelque part. Et c'est ce qui ressort de beaucoup de ces textes. Alors quelquefois, c'est manié sur le ton, on manie l'ironie, pour ce qui est vraiment une tradition de la littérature d'Europe centrale. L'absurde, parce que sinon la réalité est tellement incommensurable et tellement dramatique qu'en fait elle est insupportable. On le retrouve par exemple dans le texte Letton, on la retrouve, cette ironie. Et donc oui, il y a une fatigue, et puis donc vraiment le sentiment de l'histoire, mais aussi parce que dans un livre comme ça, on n'est pas au Conseil européen, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 27 contributions qui pèsent les unes autant que les autres, et la contribution française et allemande ne pèse pas beaucoup plus que toutes les contributions réunies. Et donc là, on voit le poids de l'histoire, et on voit que les pays d'Europe centrale et orientale, qui composent quasiment maintenant la moitié de l'Union européenne, on sent le poids de l'histoire, et on sent que les auteurs, en fait, ont été confrontés à cette histoire-là. Ils l'ont vécu dans leur chair, ont souffert eux-mêmes. Par exemple, le contributeur romain, Norman Manea, qui a 85 ans, lui, il a vécu tout ça. Il a été déporté à 5 ans en Transnistrie. Il en est revenu, évidemment, et puis après, il a eu droit à presque 40 ans de communisme, et Manea est un très proche. Il est quasiment devenu fou sous Ceausescu. C'est-à-dire être écrivain sous Ceausescu, mais en fait, c'est inimaginable. Et donc après, il s'est enfui à 50 ans, il est parti en Allemagne, après il est parti aux États-Unis, mais je tenais absolument à ce qu'il soit là. Je me doutais que son texte, plus ou moins, porterait sur la Bucovine de sa naissance, Paul Celan, qui est un autre grand bucovinien, le grand poète roumain de langue allemande du XXe siècle. Mais ces gens-là donc ont vécu dans leur chair ces drames-là. Et donc, évidemment, ça parcourt leur texte, hein, pour la plupart. L'Europe occidentale, on sent qu'il y a une plus grande distance, il y a des thématiques plus diverses, mais enfin, la contribution portugaise traite de l'esclavage, des navires d'Henri le Navigateur, qui, au début du XVe siècle, ont commencé à explorer le monde, mais aussi à exploiter de manière quasi industrielle les esclaves. L'esclavage a toujours été pratiqué, mais là, on est passé à une autre phase, un autre stade de l'esclavage. La contribution italienne, c'est sur le fascisme. Et puis, bon, heureusement, il y a quelques autres un peu plus légers, notamment dans Villégiature ou dans le chapitre que j'ai intitulé « Cher ». Oui, la contribution italienne évoque justement l'île de Ventotene, et puis où il y a un lieu d'origine, en quelque sorte. C'est les textes fondateurs. Une des matrices de la construction, de la construction européenne, oui, bien sûr. Dans le contexte du fascisme italien et de la guerre en Europe. Et bon, évidemment, le texte de Norman Manea est un texte extrêmement fort, puisqu'on connaît aussi le personnage, dans le genre un peu plus léger et plus drôle. Il y a le texte d'Eva Menas sur l'Autriche, mais qui exprime aussi une certaine manière d'être fatiguée, où elle décrit comment la ville de Hallstatt est transformée en bonbonnière chinoise, avec quelques... Oui, et puis la décrépitude des Habsbourg. Oui. L'héritier des Habsbourg devenant guide touristique, quand même. Voilà, qui fait guide touristique, ça, c'est... Un siècle après la chute de la monarchie, enfin de l'Empire. C'est assez cocasse comme texte. J'ai mis donc beaucoup de petits... voilà, vous voyez, en lisant ce livre, on ne peut pas s'empêcher de mettre de l'annoter, de mettre des petites fiches, parce qu'il y a tellement de citations qui sont poignantes. Il y en a une qui est donc dans le texte de Lituanie. Et donc, je lis ce qui fait l'unité de l'Europe,
c'est qu'elle est un alliage composite de principes culturels qui ne se ressemblent pas, des principes séparés existant dans des espaces différents, dans des temps différents, dans des langues différentes, mais qui ont un dénominateur commun. Quel est ce dénominateur commun? On le cherche toujours, en fait. On peut s'amuser ce soir à... Je pense que depuis 2 semaines, on a compris quel était le dénominateur commun. Il y a quand même des valeurs, des vertus, une civilisation européenne qui peut-être se définit négativement par rapport aux autres qui nous entourent, très agressives, mais qui sont évidentes. Que ce soit la liberté, la démocratie, l'état de droit, toutes ces choses, ces termes ou ces expressions qui sont un peu galvaudées depuis quelques années, quelques décennies, et là, on se rend compte que c'est quand même une bataille historique, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas garanti. Et qui va probablement falloir se battre d'une manière ou d'une autre pour les défendre, bien sûr. Le texte lituanien est de Tomáš Venclova. Qui lui-même est un dissident, qui a subi... l'impérialisme soviétique, aujourd'hui on comprend que c'était l'impérialisme russe, c'était un totalitarisme russe, le communisme en fait. Oui. On le comprend aujourd'hui. Et qui, dans son texte, nous avons le reflet des différents régimes totalitaires qu'il a vécu, que son pays a vécu. Ce sont au XXe siècle. Les fameuses terres de sang de Timothy Snyder, de la Baltique à la mer Noire. C'est cette ligne, ces malheureux pays, ces malheureuses populations coincées entre... ce qui a été jusqu'à la moitié du XXe siècle le rouleau compresseur allemand et de l'autre le rouleau compresseur russe. Et donc oui, évidemment, ces textes reflètent cette réalité. Il donne la réponse lui-même, donc une phrase plus loin, il dit « Le monde totalitaire est le royaume de l'unisson qui dissimule une cacophonie ». Donc voilà. Les pays de l'Europe ne sont jamais à l'unisson, mais dans l'ensemble, ils sont en harmonie les uns avec les autres. Donc c'est l'harmonie qui s'installe dans la diversité des Pas voix. toujours, on l'a vu ces dernières années. C'est compliqué avec la Pologne, c'est compliqué avec la Hongrie. Il y a beaucoup de tensions en Europe, mais là, face à une menace historique, je pense qu'on a vraiment basculé dans autre chose. On verra combien de temps ça va tenir. Mais il y a eu... vient de se clore un grand chapitre de l'histoire européenne qui a commencé le 9 novembre 89 et qui s'est terminé le 24 février 2022. Pour moi, c'est une évidence. Là, on a basculé dans autre chose. On n'est plus dans cette idée assez sympathique de la cacophonie, de éventuellement l'harmonie, pas vraiment l'unisson. Là, d'autres questions se posent. Je reviens sur le point, disons, sur l'idée de l'identité négative. C'est un livre où les auteurs étaient invités d'évoquer un lieu qui incarne pour eux l'Europe ou bien le pays dans lequel ils vivent. Et donc, ils se sont prêtés au jeu d'une façon très différente. Parfois, on a l'impression que c'est un peu fuyant. Il y a des textes qui sont très beaux, très intéressants, de l'auteur danois et hollandais qui évoquent des colonies de peintres autour de 1900. Et c'est l'évocation de quelque chose qui a été, mais qui n'est plus. Donc, j'ai regardé pour Volendam aux Pays-Bas, sur le Zuiderzee. Donc j'ai regardé un peu sur Internet pour identifier le lieu dont il est question. Donc on n'a pas vraiment envie d'y aller puisque ça a l'air d'un décédant touristique absolument affreux aujourd'hui. L'hôtel dont il parle existe toujours. Oui, l'hôtel existe toujours. Oui, le nom, au moins le nom existe toujours. Et puis même le reste, c'est un peu... Donc c'est parfois un peu fuyant, parfois, et donc pas tellement dans l'actualité, dans le contemporain. Il y a quelques années, un politiste allemand, Klaus Leggevi, vous connaissez peut-être, s'est lancé dans l'aventure de réfléchir sur ce qui peut être les lieux de mémoire européens, le lieu de mémoire européen. Donc il y a les lieux de mémoire qu'on a un peu partout maintenant dans le monde, selon le modèle français. Donc il s'est lancé dans cette idée-là. Et son idée, c'était que finalement, ce qui peut unir l'Europe comme lieu de mémoire immatériel, ou matériel aussi, ce serait donc justement une mémoire de la souffrance négative, donc pensée à partir des totalitarismes. Est-ce que c'est un peu le son de cloche qui sort de ce livre ? Non, il n'y a pas que ça.
l'actualité est tragique depuis 2 semaines et je pense qu'on est un peu replongé dans la mémoire des totalitarismes dans un pays, une région qui a été violée plusieurs fois par les totalitarismes. Mais il n'y a pas que ça dans le livre et je pense que ce serait une folie de limiter les lieux de mémoire européens à des lieux de souffrance, parce que l'Europe, ce n'est pas que ça, fort heureusement. Autant l'histoire allemande ne se résume pas aux 12 ans du Reich hitlérien entre 1933 et 1945, autant l'histoire européenne ne peut pas se limiter au nazisme et au communisme. Il y a plein d'autres choses. Et dans ce livre, on voit aussi qu'on revisite, par exemple, ce qu'un auteur a appelé les lieux communs européens, à savoir la Grande Place, le site archéologique, la station balnéaire, le musée, les cafés, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans le livre, la station thermale, c'est-à-dire toutes ces choses en fait qui peuplent les villes et les régions d'Europe. Et là, ce sont des textes plus ou moins enjoués, plus ou moins plus légers en tout cas que ceux qui évoquent les totalitarismes. Et puis il y a des choses, il y a les paysages européens, il y a la chair européenne, il y a la cuisine européenne, même il y a le sport européen, moi qui adorais le football, même il y a l'Eurovision, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces choses, et puis il y a cette culture, il y a une histoire de l'art qui est pan-européenne, et qui, fort heureusement, n'a rien à voir avec les totalitarismes du XXe siècle. Quand j'ai commencé un peu à préparer mes interventions, mes médiatiques ou mes conférences de ces dernières semaines, j'ai lu un texte très intéressant de Christophe Pomian, qui vient d'écrire l'histoire des musées, enfin qui vient de la commencer. Il a une définition extrêmement intéressante justement de cette culture européenne. Parce que c'est difficile à définir la culture européenne, surtout en quelques minutes. Et lui a cette idée merveilleuse de parler de culture de la transgression. Et en fait, c'est exactement ça, la culture européenne. Il touche un point extrêmement sensible, c'est d'une rare intelligence, parce qu'au fond, toute l'histoire de la culture européenne, c'est une succession de transgressions. C'est d'abord la transgression du paganisme avec le christianisme. Ensuite, c'est la transgression du catholicisme par le protestantisme. Ensuite, c'est la transgression du christianisme et de ses différentes sectes, on va dire, pour aller vite, d'abord par la Renaissance et ensuite par les Lumières. Et ainsi de suite. C'est la transgression par les sciences, le développement des sciences, c'est la transgression par le capitalisme. Mais c'est aussi les transgressions négatives, c'est la transgression de la nature, c'est-à-dire que c'est le premier continent qui va transformer de manière de plus en plus industrielle la nature et qui va l'étendre à l'échelle du continent. C'est un continent qui va transgresser les cultures des autres en partant à la conquête des Amériques et puis du monde entier, et qui va imposer à une époque, jusqu'au suicide européen de 1445, qui va imposer sa façon de vivre, qui va imposer ses langues. Mais c'est aussi la transgression des dogmes religieux. La littérature européenne, ce qui la différencie des autres, c'est l'invention de l'ironie. C'est l'invention de la distance, en fait. On se moque en Europe. C'est le premier continent qui ose se moquer. Le père de tout ça, probablement, enfin, il y en a deux. Pour moi, il y a Rabelais et il y a Cervantes. Et dans aucune autre culture, on se moquait comme ça. Dans la culture arabe, en tout cas, l'époque des grands califats, il y a quelquefois, on se moque un petit peu du maître, mais pas comme ça. Ça ne va pas aussi loin. Ça ne va pas aussi loin que dans la littérature européenne. Donc, cette succession de transgressions, et malgré ses aspects négatifs, mais dont il faut surtout pas cacher les aspects, est quelque chose de positif et quelque chose qui devrait être transmis et qui est magnifique. Donc, il ne faudrait surtout pas se limiter à des lieux de mémoire négatifs. Mais ce serait une folie et ça rendrait l'identification à la chose européenne totalement impossible. Totalement impossible. Je pense que c'est assez daté. C'est comme lorsque Jürgen Habermas parlait des grands principes constitutionnels. C'est une désincarnation totale. C'est quelqu'un qui est né en 1929, qui a vécu la guerre et qui, quelque part, ne peut pas accepter l'incarnation d'une idée. Seule l'idée, quelque part, doit prévaloir.
d'une certaine façon, cette idée du monument de mémoire de la souffrance, pour moi, est également très datée et totalement inadaptée au contexte actuel. Certainement, et bon, à vous entendre, on a envie de vous inviter à écrire le prochain livre. Je dois écrire un dictionnaire amoureux de l'Europe. Voilà. Non, ça c'est... Vous êtes l'homme à le faire. Ça va me prendre quelques années, mais en tout cas, c'est prévu, oui. Oui, parmi ces lieux de mémoire, il y a bien sûr aussi les textes. Donc, c'est bien sûr l'auteur grec, l'autrice grecque qui nous le rappelle, qui parle donc des paysages méditerranéens, des temples, les premiers temples de l'histoire de l'architecture. Et puis, voilà, elle cite à un moment donné Périclès, selon Thucydide, la guerre du Péloponnèse. Et donc la citation, c'est « Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins, les Persans à l'époque. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité. Notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différents particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois. La liberté est notre règle dans le gouvernement de la République. » Très beau texte, et qu'elle rappelait sans savoir qu'il prendra à nouveau cette signification qu'il a aujourd'hui. Magnifique. Voilà, donc, je vous remercie. Merci à vous. Quelques jeux de questions-réponses et nous vous remercions aussi. Oui, merci infiniment. Merci aux récitants, je ne l'ai pas fait encore. Merci aux pianistes. Merci à la Maison Haineux. Et il y a une question. Monsieur Guéry, mon ami Guéry. Oui, merci pour cette discussion très intéressante. Est-ce qu'à un moment, le Brexit, l'absence du Royaume-Uni, ça a manqué? Est-ce qu'à un moment, on n'est pas un peu orphelin de ce pays qui a quand même joué un rôle important dans l'histoire européenne? Est-ce que là, vous n'en avez pas parlé, le mot Brexit n'est pas sorti du Royaume-Uni? Est-ce qu'il ne manque pas quelque part? Parce que dans la littérature, dans l'idée européenne, c'est quand même un pays qui a sa place. Évidemment, il manque. Alors, le livre fait déjà 465 pages. J'avoue, j'étais assez content de ne pas en rajouter, d'atteindre le chiffre de 500. Mais évidemment que le Royaume-Uni, que l'Angleterre, l'Écosse manquent, le Pays de Galles manque, ou l'Irlande du Nord manque au recueil. On confond toujours un peu l'Europe et l'Union européenne. La Grande-Bretagne est un immense pays européen. La Grande-Bretagne a évidemment un rôle immense dans l'histoire européenne. Ils ont fait le choix de sortir. Ils ne sont pas dans le grand tour. Mais oui, ça aurait été formidable de travailler avec un grand auteur anglais. Cela dit, ça m'aurait compliqué sérieusement la tâche, parce que est-ce qu'il aurait fallu prendre un Anglais? Est-ce qu'il aurait fallu prendre un Écossais? Est-ce qu'il aurait fallu prendre un Gallois? Est-ce qu'il aurait fallu prendre un Nord-Irlandais? Donc au fond, c'était pas plus mal pour le coup. Je vais m'auto-attribuer la parole, si possible. J'ai une question. Et dans le livre, il y avait beaucoup de paroles de souffrance et de choses négatives, comme vous avez dit. Et j'ai une question par rapport à la jeunesse, c'est-à-dire la nouvelle génération qui est née dans cette période après la chute du mur et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que 27 auteurs de notre âge écriraient aussi avec un œil sur la souffrance? Ou bien est-ce qu'il y aurait une autre image plus positive peut-être? Ou comment serait l'image de l'Europe, à votre avis? Alors, je ne peux pas répondre à la place de ces 27 auteurs en herbe. Je constate simplement que la Benjamine du recueil, qui est la Belge, Lise Spit, qui a 33 ou 34 ans, elle a écrit un texte sur l'arrivée de l'euro dans son village. Donc, elle a 12 ans, 13 ans à l'époque. Et le texte est effectivement beaucoup plus léger que d'autres. Donc, j'imagine que ces jeunes auteurs parleraient d'autres choses. Il faudrait tenter l'expérience. Mais je vous invite à écrire des nouvelles, tous, à la Maison Haineux. Mais moi-même, j'ai été un peu surpris par la thématique, la récurrence des thématiques des auteurs, puisque c'est des auteurs qui n'ont
pas tous le même âge, qui n'ont pas les mêmes histoires, qui n'ont pas les mêmes arrière-mondes. Mais il faut croire qu'à partir d'un certain âge, il y a des choses qui travaillent le continent européen. Après, on va voir. Encore une fois, une nouvelle ère s'ouvre pour le continent européen. Il faudrait refaire... Il y a une présidence française tous les 13 ans, je crois. On pourra faire un grand tour 2, le retour du grand tour, et on verra si ça change quelque chose ou pas. On attend la prochaine présidence. La prochaine présidence allemande, pourquoi pas. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous.